Salut à tous les amoureux de la chose ludique, c'est Magna Magister en direct de la grande bibliothèque d'Alexandrie. Et pour poursuivre mon tour du monde entre guillemets des jeux d'horreur cette semaine, eh bien, nous parlerons de Cult. Alors, Cult, qu'est-ce que c'est? Eh bien, Cult, c'est un jeu paru sous nos contrées en pas avant 95, si mes souvenirs sont bons, et qui est paru en fait en 93. C'est un jeu suédois à la base, qui donc avait quelque peu fait couler beaucoup d'encre à l'époque. Voilà, l'éditeur suédois en question, Aventurspiel, donc jeu d'aventure. Non, je ne suis pas bilingue suédois-français. C'est juste que ça se comprend assez bien hein, quand on lit quand même. Voilà, faut juste réfléchir 2 secondes. Et donc, voilà, Cult avait quelque peu défrayé la chronique à l'époque quand il était sorti donc chez un éditeur appelé Ludis, qui, comme je vous en ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes, avait été aussi celui qui avait donc fait paraître le supplément Monde des Ténèbres, que je vous ai France, voilà, et également qui avait traduit la gamme Wrath et la gamme Changeling en français. On les a connus surtout pour ça, et malheureusement, eh bien, ils sont défunts hein, depuis, voilà, donc surtout quand on voit Cult, la mort n'est que le commencement, donc on peut comprendre que cet éditeur ait connu, on va dire, un funeste destin. C'est triste, mais on peut dire en tout cas que globalement ils avaient fait quand même un travail de belle qualité, surtout sur la gamme Cult, vous allez le voir d'ailleurs. Et donc la gamme que nous connaissons chez Ludis en français de Cult correspond à la première et la deuxième édition du jeu. Voilà. Ensuite donc il y a eu évidemment une autre édition qui est chez le 7ème cercle, donc qui est sortie au début des années 2000, qui correspondait donc à la 3ème édition, même s'ils ont traduit des suppléments de la première et de la 2ème édition pour la gamme, ce qui était largement possible puisqu'on était à peu près voilà, sur le même système de jeu. Et donc je vous parlerai enfin de la dernière édition en question, c'est-à-dire Cult Divinity Lost, qui vient donc de sortir justement, les backers ont été livrés chez Arkane Asylum. Voilà, alors que donc moi je l'ai en VO depuis déjà pas mal d'années, hein, parce qu'il y a eu quand même un très très gros délai sur la traduction et la livraison de cet opus, qui est vraiment, moi je le trouve magnifique. La seule chose, on va dire, que je regrette un peu, c'est le système de jeu, mais bon, il y a pire. Voilà, celui-ci est sorti en 2018 et il avait aussi fait pas mal défrayé la chronique également. Et toujours, on va dire, par un éditeur suédois, hein, c'est plus Aventurspiel qui le sort, qui l'a, on va dire, qui l'a édité, mais on va dire un autre éditeur suédois qui a donc ensuite fait traduire son jeu en anglais, qui s'appelle, alors là il faut que je le retrouve parce que dans les crédits c'est un peu le bazar, il y a une liste interminable de backers comme d'habitude, j'arrive pas à le retrouver, c'est terrible, et pourtant je l'ai vu il y a 2 secondes. Comment s'appelle cet éditeur? Voilà, c'est Helmgast, voilà c'est ça, Helmgast, et donc avec un système Apocalypse, système propulsé par l'Apocalypse. Donc, Cult, qu'est-ce que c'est? Eh bien, Cult, c'est un jeu d'horreur contemporain qui est vraiment, on va dire, je dirais moi, assez extrême sur des thèmes particulièrement adultes, voire même extrêmement gore, où on voit, on va dire, vraiment la dérive aussi bien psychologique que, on va dire, la perversion, on va dire, de la chair, du corps. C'est quelque chose d'extrêmement, on va dire, d'extrêmement extrême, c'est le cas de le dire, d'extrêmement, on va dire, ça va très très loin dans, on va dire, l'horreur gore et on va dire dans l'horreur aussi bien donc visuelle que psychologique. Et c'est un jeu pour cela qui a été, on va dire, entouré d'une aura, on va dire, d'une mauvaise réputation qui poussait, on va dire, surtout à l'époque où le jeu de rôle a été attaqué très injustement. Voilà, Cult était cité, on va dire, parmi les jeux qui avaient poussé, on va dire, soi-disant des jeunes au suicide. Enfin bref, c'était n'importe quoi. Tellement, on va dire, le jeu avait suscité autant voilà, de commentaires, on va dire,
extrême, désobligeant, tout aussi extrême en fait que sa thématique et que son monde, hein. Tellement que même le jeu en lui-même avait été marqué donc de cette mention, donc ce jeu n'est pas donc conseillé aux moins de 16 ans, qui n'avait, on va dire, aucune valeur légale, hein, à l'époque. Voilà, il n'était pas interdit ni aux moins de 16 ni aux moins de 18 en fait. C'était juste, on va dire, une sorte de disclaimer qui en a fait évidemment encore plus un objet, on va dire, de convoitise et on va dire de transgression de la part, on va dire, des adolescents qui, même s'ils n'avaient pas 16 ans, se targuaient de jouer à Cult. Mais jouer à Cult, ça veut dire quoi? Jouer à Cult, ça veut dire jouer, on va dire, donc un individu dans notre monde contemporain qui peu à peu va découvrir que quelque chose se trame derrière notre monde, derrière la réalité. Alors là, je tiens à dire que si vous voulez être joueur à Cult, malheureusement ça va être assez dur de circonvenir pour ne pas vous spoiler, pour ne pas vous divulgacher, comme diraient nos amis québécois, les principaux on va dire thèmes et les principales on va dire découvertes que l'on pourrait faire dans le jeu. Bon, je pense moi de toute façon qu'on peut malgré tout y jouer sans en sachant on va dire à quoi s'en tenir, mais c'est vrai que le jeu a beaucoup plus d'intérêt si on fait en sorte de le découvrir petit à petit et de découvrir évidemment son univers qui est donc très inspiré évidemment par la Kabbale. J'en parlais quand justement j'ai légèrement chroniqué, on va dire chroniqué assez rapidement le jeu justement Cabal de Leto qui tient on va dire des mêmes sources. Donc Cult, on joue à un individu dans le monde contemporain qui va voir en fait son monde purement et simplement s'effondrer, qui va voir que la réalité dans laquelle il est plongé est une prison et qui va essayer de s'en échapper. En s'échappant de cette prison qui est à la fois une prison physique et mentale, va sombrer en fait dans la folie ou dans l'illumination, mais ça revient au même d'une certaine manière. Donc soit en fait on peut, et c'est un peu la chose qui était proposée évidemment dans le jeu, c'est évidemment plus facile de sombrer dans le côté obscur que dans le côté lumineux. Alors ça c'était donc la feuille de personnage de la première deuxième édition. Donc on avait des caractéristiques. Il y en avait 8 avec des caractéristiques dérivées qui permettaient de calculer donc, les niveaux de talent. Et en fin de compte, on avait un nombre qui allait jusqu'à à peu près, on va dire, enfin la limite c'était 20. Et donc on devait, pour résoudre une action, tout simplement faire en dessous de 20. Donc ça, au niveau du système de jeu, il n'était pas compliqué de mon point de vue. Voilà, il était peut-être même un petit peu trop simulationniste pour le jeu que c'était. Mais bon, franchement, on pouvait s'en affranchir très largement. Il y avait un index aussi qui était dans le livre de base, qui était, on va dire, en feuille détachée avec un errata. Voilà. Donc ça, c'était ce qui était dans le livre de base. Donc, pour ainsi dire, donc, on considère dans le monde de Cult l'existence en fait d'un être suprême qu'on appelle donc le démiurge, qui a, on va dire, mis en place, on va dire, une sorte de cité, on va dire, symbolique, qui symbolise en fait justement la création, qui est en même temps donc une machine. Et donc il est entouré évidemment d'anges d'une certaine manière, d'anges déchus, et concrètement cette machine en fait va servir d'une manière ou d'une autre à emprisonner l'humanité dans une illusion. Et l'illusion en fait donc c'est celle de notre monde. Et donc plus évidemment on va creuser, plus on va gratter petit à petit, plus on va donc se rapprocher évidemment de cette réalité. Cette réalité donc elle est d'une part, si c'est la réalité de la ville éternelle, de la machine, de la cité éternelle, c'est donc Métropolis. Et si évidemment il y a aussi d'autres on va dire réalités qui peuvent se montrer à nous, et ces réalités ça peut être également la nature on va dire complètement primitive et sauvage qui est Gaïa. Voilà. J'en dirai pas trop plus on va dire là-dessus, mais donc voilà, les personnages en fait vont être donc tiraillés
entre, on va dire, voilà, le fait d'essayer de ne pas sombrer dans la folie, ou au contraire d'y sombrer, on va dire, volontiers, pour de plus en plus découvrir le monde que leur cache et s'échapper donc à cette illusion, à cette prison qui les retient. Et donc, plus ils vont découvrir évidemment la vérité, plus évidemment ils vont sombrer complètement à corps et âme dans ce qu'on pourrait appeler la folie, mais en fait c'est plutôt une forme, on va dire, de conscience supérieure et d'illumination, mais ça va faire d'eux, aux yeux des humains, des monstres. Donc on joue vraiment des monstres, si on part du côté obscur entre guillemets, c'est-à-dire en négatif au niveau des points de désavantage, puisque en fait ça se traduit de cette manière. On a un équilibre mental en fait qui, s'il est positif, indique qu'on est plutôt, on va dire, incliné à être du côté de la sainteté d'une certaine manière, et ou du côté, on va dire, plutôt de quelque chose de néfaste, de mauvais, de maléfique, si évidemment on est dans les négatifs. Voilà. Et donc évidemment autour de cela, on peut apprendre évidemment à pratiquer la sorcellerie, enfin différents types de sorcellerie, la conjuration. Voilà, il y a plein de choses évidemment qui sont proposées. C'est un jeu qui est quand même voilà, sur des thématiques, toujours sur des thématiques extrêmement... je vais avoir dit trop deux fois le mot extrême dans cette vidéo, mais bon, c'est vraiment Cult, le jeu de tous les extrêmes. Et donc ça se ressent, parce que évidemment pour avoir cette révélation, pour justement être sensibilisé, on va dire, à cette... au fait de briser cette illusion, il va falloir évidemment vivre des émotions fortes, il va falloir vivre des choses extrêmement inhumaines, qui rompent complètement avec le quotidien, on va dire, bien morne et normal que peut vivre, on va dire, un humain. Voilà. Donc, ça, c'est, on va dire, les postulats de base. Donc après, il y a évidemment tout un complot, on va dire, autour justement de tout ça, autour du démiurge et, on va dire, de ces anges déchus, puisque donc, voilà, il y a toute la symbolique, puisqu'on est dans la cabale des séphirotes, qui eux, on va dire, vont avoir une emprise diverse et variée en fonction évidemment de leur attribution sur l'humanité, qui vont donc plus ou moins gérer, manipuler l'économie, manipuler l'émotion des gens, voilà, manipuler en fonction de leur thématique, plein d'aspects en fait de l'humanité qui correspondent d'une certaine manière un peu aux péchés capitaux tel qu'on pourrait l'avoir dans notre modèle judéo-chrétien. Donc on est vraiment dans cette chose-là, donc sur des formes d'anges déchus qui sont dans l'ombre en train de manipuler l'humanité, et dont on va découvrir en fait l'influence petit à petit également, et qui vont nous plonger eux aussi dans la folie petit à petit avec eux, soit on va dire on va devenir d'une certaine manière leurs agents ou leurs alliés, soit on va les combattre, ce qui est quand même assez rare et assez vain, il faut quand même le reconnaître, parce que le moindre monstre, comment dire, qu'on va rencontrer dans Cult, la rencontre va être un peu fatale. Donc voilà. Donc ça, c'est pour l'essentiel, on va dire, de ce que je pourrais dire du background, sans trop en dévoiler, et encore là je trouve que j'en ai dit un petit peu trop. Mais bon, il y a quand même encore énormément de choses à voir, vous n'aurez pas de remords à avoir écouté la vidéo, si cette thématique en tout cas vous intéresse, mais bon, je ne ferai pas de descriptif, on va dire, complet de l'univers, justement pour rester vague. Donc volontairement je resterai quand même assez vague, mais au moins vous avez les principes, vous avez le concept en fait de l'univers. C'est un univers à découvrir, c'est un jeu initiatique, comme peut l'être également Hurlement. C'est un jeu ou des films, c'est pareil, même si c'est moins ténébreux, moins on va dire sombre, moins on va dire très on va dire douloureux pour le corps et pour l'esprit. Et encore, quand je dis douloureux, on est loin du compte. Donc voilà, je pense que je vais en rester là. Alors, pour ce qui est de la gamme, donc comme je vous disais, la première gamme qui est parue, c'est celle donc
qui correspondent à peu près à la première, deuxième édition en suédois et en anglais, puisque donc le jeu avait été au départ en suédois, après a été traduit en anglais chez un éditeur tiers. À l'époque, c'était Metropolis Limited. Voilà. Et Target Game aussi, hein, ils ont fait également, il y a eu des petits... des, des sous-traitants entre guillemets qui ont également fait paraître des campagnes, etc. Et donc nous, en français, la gamme complète se limitait donc à ça, chez Ludis en tout cas. Ce qui était déjà pas mal, hein, on avait largement de quoi faire. Donc le bouquin de base, qui était lui un livre de base donc 250 pages, voilà, qui contenait donc tout l'essentiel, on va dire, de la description de l'univers, donc avec une bande dessinée qui ouvrait, comment dire, voilà, on est vraiment dans les thématiques tout de suite, on sait qu'on est plongé dans l'horreur, mais dans une horreur vraiment particulière. Voilà, donc on commence, hein, un monde factice, la captivité de l'homme, ce que je vous disais, la machine. Donc il y a évidemment plusieurs autres strates, hein, que j'ai pas développées, des formes de prison, de labyrinthe, d'endroits, on va dire, où perdre complètement l'esprit. Après, donc, on nous décrit comment dire, le système de jeu, la création de personnages. Donc, c'est assez simple, hein, c'est des points à répartir, des points de caractéristiques, etc., caractéristiques secondaires, avec des archétypes, évidemment, pour nous donner des idées de personnages extrêmes, avec donc à chaque fois la personnalité, les sombres secrets, les avantages et les désavantages, qui sont très importants. Hein, parce que le but, ça va être donc de créer au départ un personnage qui soit va être à zéro à l'équilibre, et qui va donc peut-être plonger dans le courant du jeu, soit déjà, si le maître du jeu le permet, de commencer, on va dire, avec un petit peu en négatif. Parce que voilà, la voie négative, je pense, est la plus intéressante. La voie de façon dite positive, c'est-à-dire de l'illumination, est, je pense, quasiment impossible à jouer. C'est trop compliqué. C'est comme jouer, on va dire, l'humanité à Vampire à partir, on va dire, du niveau 8-9. C'est pas, pour un humain, je pense que ce n'est pas, c'est difficilement, très difficile à conceptualiser, d'avoir une humanité plus humaine que l'humain, si vous voyez ce que je veux dire. Là, c'est pareil. Donc, la description après, donc des sombres secrets qui vont donc permettre de composer le background, les avantages et les faiblesses. Donc voilà, on a toute une liste de faiblesses qui correspondent à un nombre de points, et donc on va les compenser, on va dire, par des avantages. Et on voit, on va dire, si on est à l'équilibre, et après on décidera, en fonction de ce que le MJ on va dire, a en tête, de savoir si on passe plutôt justement par la voie, on va dire, de la descente aux enfers plutôt que par l'illumination. Alors, donc voilà, on a par exemple accusé injustement, cupidité, dépression, égotisme, hostilité animale, identité confuse, intolérance, joueur invétéré. Donc voilà, alors là, c'est à la fois des traits de caractère, on va dire, assez gênants ou des folies, hein, puisqu'on est aussi dans les névroses sexuelles, dans la paranoïa, la persécution, la phobie, le rationalisme, la schizophrénie. Donc on fait vraiment un voyage direct vers la psychiatrie, d'une certaine manière, d'où évidemment les différents procès qu'on a pu intenter à ce jeu, comme je vous le disais dans mon introduction. Et donc voilà, avec des illustrations qui sont quand même assez suggestives, même si elles ne sont pas aussi subjectives que celles, on va dire, de Divinity Lost, qui lui va encore plus loin dans le gore. Voilà, après on nous explique le système d'équilibre mental. Il y a également pour ceux qui ont pris comment ça s'appelle, l'avantage, les différentes couleurs des auras. Donc c'est un truc assez classique, on l'avait déjà vu dans Vampire, par exemple, pour ceux qui avaient Auspex. Et donc après, il nous donne un guide, évidemment, pour les équilibres mentaux négatifs, positifs, comment le gérer. Le système de compétences, donc ça c'est assez classique, hein, il n'y a pas besoin de vraiment dire. Et voilà, avec la description de personnages mythiques, de PNJ mythiques du monde, donc par exemple Serenade, qui est un personnage. Bon, alors après, il y a tout un système, quand même, le système de combat est beaucoup trop développé, à mon goût, mais bon, on peut, on va dire, très largement s'en passer. Moi qui ai maîtrisé, j'ai très peu maîtrisé Cult, hein, je dois quand même l'avouer, mais le peu de fois où je l'ai maîtrisé, le système de jeu, on va dire, le système de résolution de base était largement suffisant.
Donc on a les poisons, les gaz toxiques, les drogues, les sédatifs. Donc là oui, on a évidemment, sans, on va dire, faire une promotion, évidemment, un détail sur les différentes drogues et leurs effets, parce que ben, voilà, on est censé évidemment sombrer dans une certaine folie, et l'usage de drogue est, on va dire, une aide entre guillemets pour s'échapper, on va dire, de la réalité, c'est le cas de le dire. Donc on reprend, on va dire, cette thématique. Évidemment, donc après les descriptions des armes, donc il y a des listes d'armes à plus savoir comment faire. Donc vous voyez, il y a un tableau quand même qui n'était pas d'une grande utilité. Je pense qu'on était un petit peu hors sujet sur ce point-là. Voilà. Donc après évidemment, on nous décrit parce qu'il n'y a pas que des humains. Donc voilà, si on veut jouer ce qu'on appelle les enfants de la nuit, on a la capacité, donc ça ressemble un peu, je dirais. Comment pourrait-on dire, un peu à on est un peu entre le vampire oui, c'est plutôt le vampire, quoi. Le vampire, la goule, le loup-garou, on est un peu là-dedans, quoi. Ou le monstre, on va dire, qui vous attend au coin de la rue. Ensuite, après, on a des chapitres assez intéressants quand même sur, on va dire, la gestion du système de terreur. Bah oui, évidemment, donc il y a un système va aussi évoluer par ce qu'on va vivre en termes d'expérience traumatisante, et qui ensuite, quand on va justement complètement péter les plombs, va nous permettre de voir justement à travers l'illusion, ce qui va expliquer, on va dire, encore plus notre descente, la pente glissante, on va dire, vers l'enfer. Voilà, la possession, le système d'expérience, évidemment. Il y a énormément de choses. Hein. Voilà, la description également aussi donc, des PNJ, des créatures avec l'art ténébreux. Donc, justement, bon là c'était très très succinct hein, dans les règles de base. Il y a eu des suppléments qui ont apporté après des précisions à ce niveau. Et donc les geôliers justement, donc le démiurge, voilà, avec un peu ses secrets, ses artefacts entre guillemets. Donc Astaroth, les archontes, voilà, toutes les différentes, donc, ce qui correspond donc comme je vous le disais aux séphirotes, voilà, qui sont donc évidemment des chapitres de la Kabbale, les anges de la mort, voilà, les séphirotes et les anges de la mort avec des noms extrêmement significatifs et tout autant qu'imprononçables. Donc après on a évidemment leurs agents et la description de Métropolis, qui moi je pense est l'idée la plus forte en fait justement du jeu. C'est vraiment la description de cette ville tentaculaire qui existe un peu dans chacune de nos au détour d'une rue en fait de nos milieux urbains. Je trouve que c'est une idée assez fascinante. Puis donc après donc l'Élysée justement aussi, l'enfer aussi également. Donc, voilà, où les gens sont torturés, on va dire, dans un purgatoire éternel, les limbes aussi, donc voilà, avec l'art du rêve, tout le détail sur le monde des rêves qui est extrêmement important aussi, donc le labyrinthe, voilà, avec évidemment, donc au-delà de l'espace et du temps, donc aussi savoir quels sont parce que plus évidemment on va évoluer dans un point positif ou négatif, plus notre perception de la réalité va changer évidemment, puisqu'on va voir à travers l'illusion, mais on va également changer notre perception du temps et de l'espace, ce qui va permettre d'une certaine manière de devenir immortel. Voilà, il y a pas mal de gens historiques en plus qui sont immortels, hein, éveillés, par exemple voilà, Léonard de Vinci, qui lui est un illuminé, donc il est plutôt dans le positif du terme. C'est un des grands PNJ, si je puis dire, qu'on peut rencontrer justement. La folie, donc voilà, elle nous donne quelques petites voilà, et également un chapitre sur l'aspect, on va dire, sexuel de la chose, sur l'aspect passionnel, qui est extrêmement important également dans le jeu. C'est pour ça que ça reste quand même un jeu qui est vraiment plus à conseiller à des adultes ou à des adolescents, on va dire, qui ont, on va dire, une grande maturité. Voilà. Et après on termine donc sur l'éveil, vous voyez justement, Léonard de Vinci, il est là. Et voilà. Et ensuite on a donc la description de certains cultes, de certaines factions évidemment aussi, de plein de choses.
les conseils OMJ à partir de la page 226 pour donc créer des aventures et des campagnes. Et donc après, Et in Arcadia Ego, qui nous rappellera, on va dire, le titre aussi d'un scénario Néphilim. Voilà, avec des. Donc, vous voyez, ça, c'est des illustrations de couverture des suppléments que je vais vous montrer après. Donc, un scénario qui clôt le livre. Et franchement, voilà, on avait de quoi faire. Même si chaque chapitre était quand même assez succinct, il a fallu attendre, on va dire, qu'il y ait des suppléments pour un peu étayer tout ça. Alors après, on a eu le droit à un écran qui était donc accompagné d'un livre qui s'appelle Fables et Reflets avec donc des scénarios. Alors les scénarios qui étaient autour évidemment de l'art, d'une galerie d'art, des artefacts occultes, voilà, la galerie des âmes. La situation avait de l'intérêt, mais je trouvais que le scénario fallait quand même pas mal le travailler pour en faire quelque chose de vraiment intéressant. On n'était pas encore, on va dire, dans quelque chose de rodé, si je puis dire. Ça se sentait un petit peu. Donc ça, c'est l'écran, donc voilà, avec la vision donc de Métropolis, de la cité, du Démiurge. Voilà, c'était assez flippant. Hein. Moi, j'avais fait flipper mes joueurs quand même. Hein. Mais ils m'avaient suivi dans le délire. J'en ai refait donc une campagne dans les années 2000. Voilà, j'en ai fait donc un petit peu fin 90 dans les années 2000 et j'en ai refait il n'y a pas très longtemps. Mais bon, évidemment, j'ai fait 2-3 séances et après, on n'a pas pu poursuivre parce que voilà, c'est dur quand même. C'est quand même pas évident. Alors, supplément numéro 2, Taroticom, une campagne qui est vraiment très sympathique. Elle est quand même assez mythique, hein, donc c'est une campagne d'ailleurs qui se passe ni plus ni moins qu'à Londres, avec donc des règles de magie justement qui sont données à la fin, parce que voilà, des nouvelles faiblesses, etc. Et on a donc en plus la primeur vraiment d'une campagne qui est toujours, on va dire, une campagne mythique. Beaucoup attendent qu'elle soit d'ailleurs rééditée pour l'édition Divinity Lost. Voilà. Donc, la thématique, c'est, on va dire, l'histoire autour donc, du Tarotica. Excusez-moi, Taroka, c'est parce que j'ai joué à Ravenloft il n'y a pas longtemps. Donc, un jeu de cartes mythiques créé pour manipuler l'illusion, justement, dont je vous parlais. Quiconque l'utilise donc court le risque d'être pris au piège de son pouvoir. Donc, le Taroka a une conscience et une volonté propre. Donc la mission des personnages consiste à sauver Londres, donc justement de celui qui va tenter de manipuler ce taroticon, donc le Taroka. Voilà. Donc sous-titré de Londres à l'enfer. Donc ça c'est le contexte, on va dire, du truc. J'en dis pas plus, comme c'est une campagne, comme d'habitude. Après, donc on avait eu un supplément sur les Légions des Ténèbres. Donc là, on nous décrit plus en détail, évidemment, chaque on va dire, ange déchu d'une certaine manière, chaque serviteur, on va dire, du côté plutôt infernal, ténébreux de la chose. Voilà, avec plein de... En fait, on décrit, à chaque fois qu'on décrit donc une entité, donc là par exemple c'est Kokma, c'est plutôt Kokma d'ailleurs. On nous décrit évidemment aussi ses serviteurs, des PNJ humains, une structure, on va dire, comme une secte ou on va dire une organisation qui manipule les humains ou qui on va dire, conspire dans l'ombre. Voilà, et il y en a plein, hein, il y en a à tous les niveaux. C'est extrêmement intéressant pour mettre en place des scénarios, évidemment, avec évidemment plein de choses là-dedans. Donc des règles supplémentaires également. Quand on parle évidemment de certaines organisations, de certains lieux, on peut avoir des clubs, etc. On a vraiment presque quasiment des scénarios clés en main. Hein. C'est assez compliqué quand même de directement amener ces joueurs de monde, donc il va falloir vraiment faire bosser, comment dire, un scénario pour les amener là-dedans, parce que sinon ça fait un peu de mal. On fait la description également aussi de Gaïa, la Terre vivante, justement, que moi j'aime beaucoup. Je trouve que voilà, il y a
Il y a une très très bonne idée là-dedans, dans cette dimension, on va dire, qui est en dehors en fait de la cité justement, de la cité éternelle. Il y a vraiment de quoi. En tout cas, voilà. Donc des protagonistes, des lieux pour voilà, mettre en place des scénarios et rendre vos personnages joueurs encore plus cinglés. Donc il y a le pendant évidemment avec les anges déchus. Qui lui permet donc c'est une suite de 3 aventures prévues donc pour justement des enfants de la nuit, donc ce qu'on appelle les Nosferatu, donc des vampires et les chacals. Et donc voilà, ça se passe par contre à New York. Donc avec tout ce que vous avez là, vous pouvez en clair jouer cette campagne, on va dire sans trop de problèmes. Il y a tout ce qu'il faut évidemment. Hein. Mais voilà, c'est son pendant en termes de scénario, quoi. Là, vous avez, on va dire, des informations brutes, et là, vous voyez en fait ce qu'on peut en faire d'une certaine manière dans une suite de scénarios. Voilà. Donc, il y a une certaine logique, d'une certaine manière. Donc, celui-là, je ne la connais pas, on va dire, parce que voilà, moi, j'ai toujours fait mes propres scénarios. Mais voilà, s'il y a besoin d'un supplément de scénario, même pour Divinity Lost, si vous arrivez à le trouver, ça peut être, on va dire, beaucoup plus intéressant que Fable et Reflet, qui lui est vraiment pas terrible. Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment du boulot pour pouvoir en tirer quelque chose. Ensuite, voilà, ça, le supplément. Celui-ci, j'en suis pas ressorti depuis sa lecture. Je pense que c'est le meilleur supplément de jeu de rôle qui m'ait été donné de lire. Et je pèse mes mots. Il est d'une richesse, voilà, d'habitude, j'ai plutôt, on va dire, tendance à dire que les suppléments qui me présentent, on va dire, les informations de manière indirecte, c'est-à-dire à travers des articles, à travers voilà, des aides de jeu, des choses comme ça, moi ça me gonfle parce qu'en tant que MJ, ça met dans l'ambiance, certes, on est bien d'accord, mais quand on a besoin de retrouver des informations d'intérêt brut en cours de jeu ou pour préparer un scénario, bah c'est pas pratique. Et c'est pour ça que je trouve ça pénible. Bah là, je trouve que on va dire, à travers toutes ces aides de jeu, bah justement, des idées de scénario. Voilà. Et franchement, la découverte, la lecture du supplément en lui-même, sans même l'utiliser pour un jeu de rôle, est extrêmement intéressante. C'est voilà, ça, pour tout jeu d'horreur, d'une certaine manière, vous pouvez y trouver quelque chose d'intéressant. C'est vraiment le supplément à posséder de la gamme. J'espère qu'ils le retraduiront, qu'ils en referont quelque chose, parce que voilà, passer à côté de ça, voilà, Taroticom et ça, c'est vraiment les 2 suppléments essentiels de la gamme en plus du livre de base qui était paru donc pour cette voilà. Le reste, c'est un peu accessoire, voire on va dire pour les scénarios assez moyens. Voilà. Mais non, là vraiment on a tout. Donc toute la description de Metropolis, de son organisation, voilà, de ses sphères d'influence, voilà, des secrets, on va dire, sur le démiurge, sur l'avenir justement de la machine, sur l'illusion donc qui commence à se briser, etc. On a vraiment tout. Tout est vraiment extrêmement bien développé, bien documenté. Et c'est passionnant à lire. Franchement, voilà, moi, en tout cas, j'ai adoré lire ce supplément, et pourtant ça remonte à quand même une vingtaine d'années, hein, mais j'ai adoré, on va dire, me plonger là-dedans. Voilà, donc ça c'était pour l'essentiel de la gamme qui était parue donc, dans les années 90, donc, puisque je crois que le dernier supplément qui était paru, c'était justement Metropolis. Et je ne sais plus, Metropolis c'était en quelle année, 96, donc je crois qu'il n'y a pas eu de supplément Ludis qui soit sorti au-delà de 96. Je le vérifie. Je crois que non. Donc après les suppléments qui sont parus, donc on rentre plutôt dans les années 2000, donc la 3e édition de Cult est sortie elle en 97. En fait, nous on a eu une 3e édition un peu particulière chez 7ème Cercle, puisqu'elle est parue en fait en deux tomes. Donc je n'ai malheureusement que le tome du MJ qui s'appelle donc Au-delà du voile, mais il y avait un tome rumeur qui était un peu, on va dire, un livre du joueur.
À la limite, l'intention était plutôt intéressante parce que bon, si on a le livre de base, on ne pouvait pas le donner aux joueurs d'une certaine manière puisqu'il y avait trop d'informations qui étaient, on va dire, pour le MJ. À la limite, le joueur n'avait pas lieu d'avoir à consulter le livre pour créer son personnage. Il devait de toute façon le faire avec le MJ, donc voilà, c'était pas un livre de base qui était destiné aux joueurs, il l'a jamais été en fait d'une certaine manière, je pense. Bon, en tout cas comme ça. Par contre, donc voilà, il y avait dans cette édition donc 7e cercle du début des années 2000, donc c'est 2002, hein, je crois 2001-2002 pour l'essentiel donc de cette 3e édition qui nous a été présentée en français. Justement donc livre du joueur appelé Rumeur qui avait donc son pendant pour le MJ où donc là on avait tous les secrets du jeu en fait qui étaient développés, là où dans Rumeur on avait justement des rumeurs, c'est-à-dire on nous montrait, on va dire d'une certaine manière, un petit peu le mur qui se craquelait, les choses qu'on pouvait découvrir qui étaient quand même assez particulières. On avait donc voilà, tous les chapitres en fait donc destinés au MJ pour comprendre on va dire la structure de l'illusion qui était en train de se briser, des conseils au MJ, etc. Et donc aussi des scénarios. Donc avec voilà, une mise en page typique de 7e cercle avec cette couleur sépia qui, bon, voilà, ça finit par faire mal aux yeux. Quand même, faut quand même se le reconnaître. Hein. Mais bon, ils sont habitués à ce genre de choses. Et donc, comme je disais, un scénario. Donc, prélude d'une certaine manière qui s'appelait donc Instant figé. Voilà, avec toujours donc la reprise. Voilà, l'arbre de vie hein, avec les différents séphirotes et quelques illustrations, les illustrations issues donc, des précédentes éditions avec les protagonistes, la machine, etc. Voilà, des choses un peu ragoûtantes quand même, puisque je vous rappelle qu'on est quand même dans un jeu d'horreur. J'ai eu, comment dire, également l'écran, donc qui ressemble quand même à s'y méprendre à l'écran de la première édition. Mais je le trouve un peu mieux, quand même. Voilà. Sur le système de jeu, on reste dans les mêmes choses. C'est vrai que j'en ai pas parlé. Alors c'était sous-entendu, mais voilà. La 3e édition avait quand même le même système de jeu. Donc ce qui permettait quand même une totale, on va dire, complémentarité au niveau des gammes, ce qui était bien. Et donc il y avait un livret avec l'écran qui lui donc proposait un scénario ou deux. Ça doit être 2 scénarios. Voilà. Oui, ça doit être 2 scénarios. Donc Mort d'un mythe. C'est bien un scénario. Et donc je crois qu'il y a les personnages prétirés qui sont prévus avec cela, d'après ce que je viens de voir. Oui. Ce qui était plutôt intéressant. Voilà. Et le jour d'avant. Lui, est-ce qu'il y a aussi des scénarios, des personnages prétirés? Bon, je pense qu'on doit pouvoir utiliser aussi les scénarios, les prétirés du premier scénario. Ça doit être probablement ça. Et donc, évidemment, aussi un index du livre de base. Enfin, des 2 livres de base, puisqu'il y en a 2 techniquement. Voilà, donc ça, c'était pour la gamme 7e cercle, en tout cas pour le livre de base, donc Rumeur et au-delà du voile. Sachant que il y avait également des suppléments d'intérêt qui sont parus pour cette édition. Donc il y a eu justement le guide du conjureur qui était quand même assez intéressant parce que voilà, il nous manquait si on voulait vraiment, on va dire, développer le côté magie, donc que ce soit magie à caractère plus passionnel, sexuel, magie du rêve, magie autour de la folie, de la mort, du temps et de l'espace. Là, au moins, tout était décrit en détail. Voilà, avec en plus encore la reprise de l'arbre de vie, comme vous le voyez. Qui est, on va dire, la symbolique, hein, c'est la symbolique de la Kabbale qui est on va dire, le cœur, on va dire, de l'esprit des références du jeu. Donc c'est le seul supplément que j'avais réussi à trouver. Celui-là, il est quand même
assez coté, assez recherché pour ceux qui veulent compléter la gamme. Et il y avait eu d'autres suppléments qui étaient parus pour cette troisième édition. Donc il y avait Écho du passé, Inferno. Écho du passé, donc c'était une campagne. Inferno, qui était un supplément de contexte sur évidemment la description de l'enfer. Et concrètement, si on avait la première édition, les suppléments de première édition, on pouvait assez largement s'en passer, puisque tout était décrit dans les Légions d'Éden. Voilà. Et donc, je vais passer maintenant, pour terminer cette présentation, à Cult Divinity Lost. Donc, j'en suis navré, normalement, j'aurais dû avoir une petite chose en plus qui manque, c'est-à-dire le tarot, que j'aurais bien aimé vous montrer, mais je vous le montrerai probablement dans un live, parce que je ne l'ai pas encore reçu. Voilà, puisque j'avais fait la souscription pour le livre de base en version normale, parce qu'en plus il y a eu plusieurs versions collector, vraiment très, très, très intéressantes, mais aussi très chères. Donc moi je me suis concentré en tout cas sur cette version de base et l'écran. Et j'ai un peu regretté de ne pas avoir souscrit pour le tarot. Mais bon, ça faisait encore en plus. C'était pas si cher que ça, mais bon, à un moment, parfois, il faut faire des choix. Et voilà. Et là, maintenant, donc, il est sorti en français. Ça date de quelques jours, 1 ou 2 semaines tout au plus. Et donc, vous pouvez, vous en tout cas, le trouver en boutique, le livre de base, l'écran et le tarot, justement, chez Arcane Asylum. Donc cette version, voilà, c'est un bouquin, dans cette version-là, qui fait combien? Alors, il est où la pagination? Ça doit faire quasiment 380 pages, voilà, avec toute la liste des Bakers. Voilà. C'est un livre magnifique, franchement, tout en couleur, avec des illustrations d'une très très grande... c'est prodigieux tellement voilà, vous avez des illustrations extrêmement sombres malheureusement, qui passent assez mal à la caméra, mais qui moi je trouve très inspirantes. On voit où on met les pieds, avec on va dire des petites voilà, des petits vers, des inscriptions on va dire en regard très poétique. Moi j'aime beaucoup, franchement je trouve qu'ils ont fait le parti pris graphique est largement on va dire plus réussi que dans la première, deuxième et même troisième édition. Franchement j'ai pas vu à quoi ressemblait le bouquin en français, mais je pense qu'à mon avis ils ont dû rester vous voyez en plus le travail au niveau des polices d'écriture qui est vraiment pour moi génial. Et par contre voilà, c'est pas à mettre entre toutes les mains parce que le livre et au niveau illustration, donc vous voyez, ça c'est on va dire le minimum. Il y a certains autres trucs qui sont pas vraiment montrables. Et donc c'est vraiment le monde de Cult tel qu'on le connaît dans la première, deuxième, troisième édition, mais refondu avec un système powered par Apocalypse qui, au lieu on va dire d'utiliser le D6, utilise le D10, voilà, pour avoir une plus grande on va dire variable en termes on va dire d'effets, enfin voilà, c'est juste une question de statistique. Après, ils ont choisi ça, d'être sur 2D10 plutôt que sur 2D6 pour justement avoir un plus grand champ, on va dire, des possibles au niveau des résultats, et donc changer un petit peu, on va dire, les statistiques qui sinon étaient très très réduites quand même en termes de bonus et de... Ça après c'est des stats, et c'est on va dire des probabilités. Mais voilà, c'est vraiment le seul grand changement. Alors bon, autant moi je suis pas contre le système Apocalypse, comme je l'ai toujours dit, c'est pas on va dire le système que j'utiliserais sur des campagnes au long cours, mais pour on va dire certains jeux, je trouve qu'il est très très bien adapté, que ce soit donc Apocalypse World évidemment, c'est le premier, voilà, pour donc du post-apo, soit également pour du Medfan avec Dungeon World, qui est pareil, voilà, qui est une bonne adaptation, je pense, de l'Apocalypse, enfin, du système Powered by Apocalypse pour le Medfan, etc. Donc il y a plein d'autres déclinaisons pour lesquelles ça marche très bien.
Pour Cult, je l'ai pas testé, on va dire, voilà, de manière, vous voyez, les genres d'archétypes, donc la fille brisée, la carriériste. Donc voilà, je reste, on va dire, assez dubitatif au vu des let's play que j'ai pu voir, on va dire, des échos que j'ai pu avoir. Ça fonctionne. J'ai l'impression que ça fonctionne. Donc ça veut dire que bien utilisé, un peu comme tous les systèmes de jeu, je pense on peut faire quelque chose. Voilà, donc on a un archétype à choisir qui va évidemment nous donner à chaque fois des sombres secrets, des avantages à choisir, des attributs donc, qui vont être représentés par des bonus-malus. Donc ça va de 0 à plus 2 ou moins 1, hein. moins 2, moins 1, moins 2, ça dépend de ce que l'on choisit. Voilà. Donc avec par exemple, vous voyez, ce scientifique qui a les traits d'Anthony Hopkins. Et c'est assez facile à voir, hein. Il y a eu quelques petites références comme ça. Et donc voilà, après on a donc la description de tous ces traits, tous ces désavantages, ça prend énormément de place, hein, dans le livre de jeu. Ce qui fait que la part qui est laissée, on va dire, au background est un peu trop, on va dire, je pense, un petit peu trop réduite. Bon, il y a toujours la description de l'équipement et des armes, hein, décidément. Même dans une version Apocalypse, il a fallu qu'ils en mettent des tas, alors que c'était pas. Je trouve que c'est un peu, comme je le disais, hors sujet. Donc après, voilà. Par contre, les conseils, on va dire, pour mettre en place, évidemment, une histoire autour des personnages, puisque les personnages, voilà, c'est quand même un système apocalypse, donc ça tourne autour, évidemment, des personnages, des relations entre les personnages et de tout ce qui tourne autour, on va dire, de ces interactions. Ce qui est on va dire, le point fort, justement, du système apocalypse, hein, c'est les interactions entre les personnages. Des conseils donc, pour écrire des histoires d'horreur, pour construire son scénario, parce que là, on est vraiment dans la construction de scénario. Là, ce qui n'était pas le cas pour, on va dire, les jeux traditionnels propulsés par l'apocalypse. Le scénario, on va dire, on crée des fronts. Si vous vous souvenez, on va dire, de la manière. Là, on crée de véritables scénarios, mais où, on va dire, les personnages sont centraux et leurs relations et leurs interactions vont être évidemment le pilier, on va dire, et le moteur de toute la narration. Voilà, donc avec encore l'arbre de vie qui vous est présenté avec à chaque fois donc chaque séphirote, donc les archontes et on va dire leurs pendants maléfiques entre guillemets. Donc voilà, on nous décrit tout ça. Donc là, bon, quand même, il y a un peu il y a du BG. Parce que bon, sur un bouquin, donc comme je disais, qui fait donc 380 pages, hein, c'est ça. Voilà, on nous décrit le BG, mais bon, je pense que des suppléments seront pas inutiles et des campagnes évidemment qui devront arriver. Voilà, donc vous avez là, c'est pareil, on est dans des illustrations qui sont montrables. Après, on va rentrer dans des illustrations qui, elles, ne le sont plus trop. Donc là, c'est horrible, mais ça reste encore. Voilà. Et donc après, c'est beaucoup, comment dire, de corps déchirés, démembrés, de choses, on va dire, pas très. Voilà, pas vraiment. Mais franchement, au niveau de la direction artistique, c'est magnifique. Moi, en tout cas, je trouve ça génial. Avec toujours ces chapitres, évidemment, sur. L'aspect, on va dire, assez sexuel. Je crois qu'il y a eu d'ailleurs dans certaines versions des censures, hein, au niveau de certaines, illustrations, que ce soit d'ailleurs pour les versions américaines. Donc vous voyez, là, je vous dis, c'est montrable. Là, il y en a une que j'ai passée où c'était pas très. Voilà, c'était limite, voilà, avec donc des gens avec des cicatrices, des lèvres cousues, des membres, on va dire, amputés. Enfin bon, on est quand même dans des choses qui sont très, très dérangeantes, on va dire, pour l'esprit et pour l'âme. Et pour. Voilà. Mais c'est vraiment la thématique de ce jeu. Alors là, est-ce que c'est à peu près montrable? Oui, c'est à peu près montrable, donc je vous le montre. C'est juste gore, mais pas trop. Voilà, mais vraiment, voilà. Et en plus, la citadelle, la fameuse. Donc
la cité. Non, franchement, si vous avez, on va dire, envie de vous jeter dans un jeu d'horreur qui est vraiment euh, qui a une grande force en termes d'univers, qui est en plus donc un jeu qui mérite, on va dire, d'être découvert petit à petit, bah voilà, vous avez l'occasion. Le système est pas mauvais en soi. Euh, Autant le système, on va dire, le premier était un peu trop simulationniste et était parfois un peu hors sujet, autant là, par rapport à ce qu'on veut faire, c'est-à-dire un jeu d'horreur fondé, on va dire, sur les relations entre les personnages, c'est le postulat ludique et narratif de cette édition. Autant là, je pense qu'ils sont, on va dire, ils sont dans le ton, ils sont dans le vrai. Voilà. Donc, à mon avis, c'est une valeur sûre et on a la chance en plus de l'avoir en français. Ce serait quand même dommage de ne pas en profiter. Bon, par contre, après, j'espère qu'ils vont évidemment traduire les suppléments donc, qui sont les plus attendus. Donc, comme je vous disais, la campagne Taroticom, le supplément Metropolis, d'autres campagnes mythiques, donc comme la Madone Noire, qui avait déjà été traduite, hein, et le Judas Grail aussi, qui avait été traduit en français par Théolitis, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, ça c'est plein évidemment de campagnes mythiques qui je pense pourront ravir les gens qui ici, on va dire, ils n'ont pas eu assez de force, si je puis dire, ou d'inspiration, ce qui est quand même, on va dire, peu probable au vu de la richesse quand même du livre de base, mais qui est quand même beaucoup plus, on va dire, dans la description du système pour justement mettre en valeur les aspects justement de cette adaptation à l'Apocalypse pour l'univers de Cult. Je pense que voilà, il y a de quoi faire. Voilà. Donc l'écran qui est plutôt beau, moi je le trouve très sobre et il fait le taf. Voilà, avec donc tout ce dont vous avez besoin pour voilà. Alors, là on est vraiment dans l'utile. Voilà, donc on a les moves, ce qu'on appelle donc les moves, les actions du meneur de jeu, puisque je rappelle que dans ce système-là, le meneur de jeu lui ne jette pas les dés, il n'y a que les joueurs. Les actions uniques, comment dire, de certains, on va dire, des PJ et des PJ. Comment créer, comment dire, un personnage non joueur sur le pouce, et évidemment la description purement du système de base, avec les tableaux, on va dire, de base au niveau on va dire, des marges, en tout cas, et des seuils pour réussir ces actions. Donc il y avait évidemment une jaquette, enfin une plaquette si je puis dire de présentation, et plein de feuilles d'aide de jeu pour justement que tous les joueurs aient les moves basiques. Donc voilà, tous les moves basiques qu'on retrouve là-dedans, donc c'est éviter comment dire d'être blessé, endurer, supporter on va dire les blessures et les douleurs. Rester concentré, agir sous la pression, engager le combat. Donc ça, on retrouvera, on va dire, les moves assez classiques de base des systèmes Apocalypse, hein. Influencer les autres, voir à travers l'illusion, donc là qui est spécifique à Cult, donc qui représente à peu près, on va dire, l'action qui était d'ouvrir son esprit comment on appelait ça déjà dans l'Apocalypse. C'était ouvrir son esprit au monde, on va dire, surnaturel. Voilà, je ne me souviens plus du terme, là il m'échappe. Observer la situation, investiguer, donc enquêter, et aider ou on va dire gêner quelqu'un. Donc voilà, il y a un bundle d'archétypes aussi qui était dedans visiblement. Donc ça normalement ça devrait être aussi présent dans la version. Voilà. Et donc on a les archétypes de personnages. Ce qu'on appelle les livrets hein, dans le système Apocalypse, les livrets de personnages avec donc leur spécificité et voilà, c'est tout ce qui est décrit en fait, et donc des feuilles de personnages vierges qu'on peut utiliser évidemment ou qu'on peut photocopier. Moi j'aime pas du tout utiliser les blocs hein. C'est un peu bizarre, mais bon c'est un peu ma manie aussi. Pour moi les blocs
ça m'ennuie, on va dire, d'utiliser des livrets de personnages ou des blocs. Voilà, c'est un truc que j'y arrive pas. Et donc pour la souscription, ils nous avaient donné aussi en cadeau des cartes postales, voilà, avec donc les illustrations. Donc là, l'illustration de la couverture, voilà, de la couverture de la première édition et deuxième édition là, et donc la couverture de cette édition présente. Et donc voilà, la reprise de certaines illustrations de la première, deuxième édition, etc. Voilà, donc ça c'était pour l'essentiel, donc ce que j'avais à vous présenter sur Cult. Donc c'est bien, au moins je vous présente aujourd'hui un vieux jeu, mais un vieux jeu qui a aussi, on va dire, une vie après la mort, c'est le cas de le dire, qui a vu même sa renaissance à travers cette édition en système Apocalypse, qui est quand même à saluer, je pense. Après, je ne sais pas si, mais bon ça c'était pareil je pense avec l'ancienne édition, si Cult on peut vraiment y jouer une campagne au long cours qui va durer des années, je ne pense pas, très sincèrement. C'est un jeu qui est extrêmement, avec des thématiques très fortes, très extrêmes, encore une fois le mot extrême, avec on va dire des thématiques tellement borderline, que voilà, je pense pas qu'on puisse se plonger dedans comme ça pendant des années sans en ressortir, on va dire quelque peu, quand même un peu, on va dire morose, aigri, pour ne pas dire un peu, ouais, perturbé, si je puis dire. Mais ça peut être une expérience intéressante à vivre si vous voulez vraiment vivre, en tout cas de l'horreur gore, de l'horreur, on va dire initiatique aussi, parce que donc on découvre également tout ce qui se trame derrière. Il y a un côté, on va dire, vraiment découverte et initiation qui, moi, je pense, est un des points forts aussi du jeu. Mais bon, en termes en tout cas, d'implication, de RP, je pense que voilà, c'est pas un jeu quand même sur lequel auquel en tout cas on peut se consacrer pendant des décennies, enfin je dirais des années déjà, sans perdre, je pense, un peu à un moment l'intérêt et sans en avoir un petit peu marre. Bah oui, on s'habitue à tout, hein, même à l'horreur, je pense. Et donc, même si ça reste, je pense, un excellent jeu, un univers vraiment d'un grand intérêt, je pense qu'il a ses limites à ce niveau-là et que on finit de toute façon par avoir envie de quelque chose d'un peu différent, peut-être d'un peu plus, on va dire, un peu moins désespérant en tout cas, et un peu plus positif, je pense. C'est la tendance en plus actuelle, hein, aux jeux un peu plus positifs, un peu plus héroïques. Parce que là on n'est pas du tout dans le genre de jeu héroïque du tout, hein. Vous ne jouez pas des héros, vous ne jouez même pas des anti-héros. Vous jouez, voilà, vous jouez des fous. C'est le cas de, voilà, c'est clair et net. Vous jouez des illuminés, dans le mauvais sens du terme, qui découvrent, on va dire, que l'humanité et que le monde n'est qu'une prison et qui vont devoir essayer de s'en extraire pour le pire, et que pour le pire. Ça, on ne peut pas dire que ça va s'arranger et que vous allez vivre une fin heureuse. C'est pas le genre de campagne qui se terminera en happy end, c'est évident. Voilà. Je pense en tout cas avoir fait le tour. J'ai été un peu sceptique sur la manière dont je devais aborder cette chronique. J'espère en tout cas ne pas avoir été trop ou pas assez. C'est-à-dire sur l'univers, ne pas en avoir dire trop ou pas assez, de vous avoir quand même fait un panorama qui vous donnait, j'espère, une vision un peu plus précise de ce à quoi vous pouviez vous attendre avec un tel jeu, qui, on va dire, a plus une réputation que réellement, on va dire, une réelle expérience de la part de chacun. On le connaît vraiment uniquement par des on-dit plus et des gens qui ont soi-disant joué ou qui y auraient joué un peu, que réellement par on va dire des retours réguliers de parties. J'espère que ça va changer justement avec Divinity Lost. Mais bon, voilà, c'est un jeu à ne pas mettre entre toutes les mains. Voilà, je pense qu'il vaut mieux être un adulte, et un adulte, on va dire, bien conscient de ce qui l'attend pour s'engager dans le jeu.
Mais c'est une expérience qui vaut la peine parce que voilà, le jeu de rôle c'est aussi des expériences extrêmement variées. Autant on peut prendre du plaisir en faisant du old school Renaissance qu'en faisant du jeu d'enquête. On peut, je pense, aussi trouver ce plaisir à jouer un jeu d'horreur, mais en jouant le jeu, c'est le cas de le dire. Voilà. Donc voilà, c'était mon avis sur la question. Je vous invite à laisser des commentaires, à mettre des pouces pour m'encourager à continuer à faire des vidéos parce qu'il n'y a que ça qui me motive. C'est vraiment votre présence et votre fidélité, on va dire, à ma chaîne qui me pousse à chaque semaine à retourner pour essayer de tourner des vidéos alors que c'est pas forcément toujours évident pour moi. Et donc, voilà, continuer à faire à faire des vues sur mes vidéos, à on va dire faire en sorte que je sois de plus en plus connu et on va dire quelque peu reconnu pour le créneau que je souhaite tenir dans le milieu, c'est-à-dire ce créneau on va dire des vieux jeux et des jeux on va dire à la fois plus mainstream mais moins connus. Je fais un peu de tout en fait. Hein. Voilà, le jeu de rôle, c'est aussi l'éclectisme. L'important, comme je disais, c'est de savoir. On peut jouer à tout, mais pas avec tout le monde. Là, Cult en est vraiment le bon exemple, comme Dress dans ma vidéo précédente. On peut en effet sûrement jouer à tous les jeux, mais il va falloir sélectionner ses joueurs et avoir leur consentement d'une certaine manière. Et là, l'aspect consentement est tellement, on va dire, évident pour ce genre de jeu. Vous saurez tout de suite si vous avez on va dire, les joueurs pour ce genre d'expérience. Mais je pense qu'elle en vaut la peine très largement. Et sur ce point, et sur ce dernier mot, eh bien, jouer à Cult, pas seulement on va dire pour on va dire son aspect sulfureux ou pour on va dire susciter un peu l'admiration voire même la terreur de la part des autres joueurs de jeux de rôle ou pour terroriser on va dire votre entourage, mais on va dire pour vivre une expérience unique qui vous satisfera si vous aimez évidemment les jeux d'horreur. Voilà. C'était Magna Magister en direct de la bibliothèque. A bientôt pour de nouvelles aventures.